mensen herdenken aanslagen in Brussel. 22 maart aanslag in Londen. Erdogan. Europeanen zullen nergens ter wereld nog veilig zijn. Debat bij Al-Muatin. Radicalisme bij jongeren. Dag beste kijkers, van harte welkom bij de wekelijkse notendop van Al-Muatin TV. Gisteren zijn in Brussel honderden mensen samengekomen om hun solidariteit en medeleven te betuigen met de slachtoffers van 22 maart 2016. Op die datum is Brussel getroffen door terroristische aanslagen. 32 mensen zijn om het leven gekomen en ruim 300 gewond. In heel Brussel zijn die aanslagen herdacht, van de luchthaven in Zaventem tot het metrostation in Maalbeek en het Brusselse Beursplein. Een jaar na de aanslagen hebben de veiligheidsverantwoordelijken van de luchthavenbedrijven nog steeds geen adequate veiligheidsplan op tafel gelegd. Er is dus nog steeds geen evacuatieplan. Het luchthavenpersoneel weet niet wat te doen in nood. Op 22 maart opnieuw een aanslag, deze keer in Londen. De aanslag in Londen is wellicht niet toevallig 1 jaar na Brussel. Voor terroristen heeft een aanslag op 22 maart een symbolische waarde. De laatste informatie van de Britse politie is dat een auto verschillende mensen heeft omvergereden op de Westminster Bridge. In de groep bevonden zich 3 politieagenten. De dader is daarna met een mes richting het parlement gelopen. Daar heeft hij een politieagent doodgestoken. De politie heeft hem daarna doodgeschoten. Al samen zijn er 5 doden. De dader zelf, de neergestoken politieagent en 3 anderen. De politie gaat er ook vanuit dat het gaat om een daad van islamitisch terrorisme. Ze denkt ook te weten wie de dader is, maar wil daarover voorlopig nog niets kwijt. Er zijn ook minstens 40 gewonden, onder wie een zwaargewonde vrouw die uit de Theems is opgevist. Volgens de Franse premier Bernard Cazeneuve zijn er bij de gewonden ook 3 Franse scholieren. En volgens het Roemeense minister van Buitenlandse Zaken zijn er ook 2 Roemenen gewond. De identiteit van de andere gewonden is nog niet bekend, evenals de ernst van hun verwondingen. Met toenemende bezorgdheid heeft de Europese Unie gezien hoe de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de poging tot staatsgreep van vorig jaar gebruikte als excuus om tegenstanders te straffen en zijn macht als president te versterken. Maar sinds de campagnes voor het referendum om zijn macht te consolideren, zijn de Europees-Turkse relaties tot een vriespunt gezakt. Erdogan heeft de voorbije weken al meerdere keren uitgehaald naar de Europese Unie, voornamelijk naar Duitsland en Nederland. Volgens hem past de Duitse bondskanselier Merkel nazi-praktijken toe en is dit Europa het Europa van voor de Tweede Wereldoorlog, namelijk een racistisch, fascistisch en wreed Europa. Bovendien dreigt hij ermee om het migratieverdrag te verbreken en zullen Europeanen nergens nog veilig zijn als Europa zijn houding tegenover Turkije niet wijzigt. Desalniettemin is Turkije nog steeds kandidaat om lid te worden van de Europese Unie. Daardoor hebben de fractievoorzitter van de Europese partij ALDE, Guy Verhofstadt, en vicevoorzitter van de Europese partij GUE-NGL, Takis Hadjigeorgiou, het Europees Parlement opnieuw gevraagd om de toetredingsonderhandelingen te stoppen. Reportage. It's good that we condemn everything what is happening in Turkey, but at a certain moment, Mr. President of the Commission and Mr. President of the Council, let's be honest, let's freeze the accession negotiations now. Νομίζω ότι στο μυαλό πολλών Ευρωπαίων ηγετών αυτή η συζήτηση έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Δηλαδή η πιθανότητα ένταξης της Τουρκίας για μένα ήταν κλειστή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Brusselse volksvertegenwoordiger Simone Susskind, PS, dochter van papierloze Joden, vertoont veel liefde en empathie voor de multiculturele rijkdom. Volgens haar valt de westerse situatie niet met het leger noch de politie te redden. Om de situatie te redden dienen we op een dieper niveau te werken. Dit bewerkstelligt Susskind door jongeren op een multiculturele wijze te mixen en ze onder te dompelen in de Israëlische-Palestijnse kwestie. Ze spreekt uitgebreid over de Turkse situatie, over de plaats van de vrouw in Tunesië en de wijze waarop Belgische politicas de Tunesische politicas klaarstomen om hun nieuwe functie en over de potentie van onze Europese hoofdstad Brussel. Reportage. Je vais m'adresser à des lycéens du milieux très différents, des élèves de 5e
qui viennent d'écoles très très différentes, la bonne bourgeoisie, classe mélangée et école professionnelle, et on va les faire travailler ensemble pour prendre conscience que c'est pas comme ils s'imaginent noir et blanc, mais que on peut, il y a des gens, des êtres humains, des hommes, des femmes qui essayent de faire autre chose et qui essayent d'avancer vers une solution quelle qu'elle soit. Et donc on travaille avec ces lycéens, une quarantaine de lycéens, cette année c'est 48, qui ne se seraient jamais rencontrés non plus, parce qu'ils viennent de milieux tellement différents. Et les lycéens de l'école de la bonne bourgeoisie, qui est près du Parlement européen, sont allés à l'école, à l'Institut des Arts et Métiers, et les élèves de l'Institut des Arts et Métiers sont allés à Dashbeck. Donc il y a vraiment on passe beaucoup de temps ensemble. Oui. On travaille sur les stéréotypes, islamophobes, antisémites, sur les médias. On voit des films. On a un cours d'histoire parce que personne ne connaît l'histoire du Moyen-Orient, donc on travaille sur l'histoire. Et puis on fait venir des témoignages d'Israël et de Palestine, de la société civile. Justement, ces gens qui essayent de faire autre chose. Et ils passent du temps avec ces élèves toujours ensemble. Et puis, on est parti la première fois en 2015, pendant une semaine, avec ces 40 élèves sur le terrain. Et on a, à la rencontre de jeunes en Palestine, de jeunes en Israël, de jeunes, et aussi voir évidemment le pays et de comprendre aussi ce qui se passe en voyant la vie et les gens. On en a tiré un film. Et ce film nous a servi d'outil de communication pour que ces 40 jeunes puissent circuler l'année suivante dans les écoles, présenter le film et débattre avec des jeunes. C'était pas toujours facile, mais ils sont revenus de cette expérience transformée. Et nous, un homme, une femme, un homme, une femme. Et en plus, tous les partis seront obligés d'avoir 50% de leur liste dirigée par des femmes. Vous imaginez, ça va être une course aux candidates, bien plus importante encore que chez nous. La plupart ne sont pas formés. Il y a un travail qui est fait depuis des années, maintenant depuis la Révolution. Mais je veux dire, il y a un travail important à faire. Donc Rudy Demotte m'a demandé de l'accompagner parce que c'est une des priorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est de dire il faut renforcer la démocratie, il faut encourager les femmes en politique. Donc nous avons l'intention de travailler avec des femmes candidates dans plusieurs régions de la Tunisie pour les aider. On a une équipe de coachs maghrébins qui vont travailler avec elles pour les aider à faire campagne, à se présenter, à prendre le leadership skill, à avoir de développement personnel et à pouvoir faire campagne bêtement. Et donc moi, je ne suis pas pessimiste pour la région bruxelloise. Vous savez, Bruxelles, c'est pour moi une ville-monde. On a à Bruxelles 170 communautés différentes, c'est une petite capitale mondiale. On parle 120 langues, on a plus de journalistes ici qu'on en a à Washington, on a plus de lobbies qu'on en a à Washington. C'est une ville pleine de potentialités. On est comme si on était, je sais pas moi, Paris, Londres, Sao Paulo. On est une toute petite ville, mais qui a un potentiel immense. Manel Mezelmi heeft deze week in Ecofeminisme de 23-jarige oprichter van Women Mentor Association en softwareontwikkelaarster Nadia Aimé te gast. Aimé wil vrouwen inspireren om hun dromen waar te maken. Zo doorbreekt het stereotype beeld dat de codingwereld enkel een mannenwereld is en wil vrouwen in deze wereld ondersteunen. Verder houdt deze dame er een bijzonder gezonde visie op na dat falen een groeipotentieel inhoudt en prefereert ze partnerships boven concurrentie. Reportage. Like the first coders were women in Germany. Sure. They're the coders, and then suddenly it turned into a guy's thing. So being a leader in tech, it's interesting because I go to a conference and the guy asks me, "Are you the assistant?" Just like you're not the manager. Yeah, absolutely, because I'm here for creative digital agency. I didn't bother to say CEO of this or founder. I just said I'm here for creative digital agency, and he's like, "Are you the assistant?" I realized women have to always be in the know. When you talk to a client and he's a man, you have to be if he asks you a question, you cannot say I'll get back to you, because to him he'll be like, but you're supposed to know everything. And he, in his mind, a guy would probably know that answer. So you have to always be 10 steps ahead, which it's not okay. I mean, it's not okay that we have to prove ourselves as developers or as tech entrepreneurs. If we say we can do something, it's because we can. I mean, if a man says I can build a platform, no one is going to question him twice. So yes, definitely. It is something that we need to draw more awareness to, and encourage more women to join technology. So that is my main goal. Yes, because failing is one of the biggest things that I love, because they show your true character of what you do after you. I want to work with people. I want to work with organizations. So I'm all about let's partner up, let's change this, because if we consider this a competition,
we're never gonna achieve the main goal. It's like this. We always be trying to be better than the other organization or do better. No, I'm more like, let's work together. Deze week heeft El Mouatin een debat georganiseerd. Radicalisme bij jongeren. Hierbij komen onder andere thema's als persoonlijke wortels, liefde, acceptatie en religie aan bod. We luisteren naar algemeen secretaris van het Europees Centrum voor Marokkaanse Ulema, Khalid Hadji, pastoraal verantwoordelijke van de Brusselse arbeiders, Jacques Anou, en directrice van het European Jewish Community Center, Nechama Dina Ouzan. Mais maintenant, on ne parle plus d'exportation de valeurs. On dit la protection de nos valeurs. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On se définit géographiquement. On a peur de l'invasion externe. Donc il y a une certaine fragilité. Et il est de notre devoir, nous musulmans vivant en Europe, de contribuer à rassurer la société, de chercher les valeurs communes, de travailler ensemble pour vivre ensemble. Il est de notre devoir. Car moi je dis que si l'Europe tombe, les répercussions vont se sentir chez les voisins avant d'être ressenties ici en Europe. Pourquoi? Parce qu'au moins l'Europe présente un modèle vivable vers lequel les énergies dans les pays voisins tendent. Si ce modèle tombe, on va se trouver face à un néant, à un vide, à un vacuum. Et ça va être néfaste pour tout le pourtour méditerranéen. Donc il est de notre devoir en tant que musulmans vivant en Europe de travailler, d'œuvrer pour préserver la cohésion sociale et pour faire sortir en fait l'Europe de ce sentiment, de libérer l'Europe de ce sentiment de peur et de construire l'Europe de demain. Malheureusement, avec la montée du populisme, on sent qu'on perd la raison. On ne raisonne plus. On est fier d'être belge, on est fier d'être hollandais, on est fier d'être musulman. Mais en fait, ça ne veut rien dire d'être fier d'être juif ou d'être fier d'être chrétien, d'être fier... Moi, ce que j'ai appris pendant mon expérience ici, j'ai appris à ne plus penser l'identité en termes de qui suis-je, mais plutôt de dire que suis-je en train de faire. Parce que l'homme se définit par ce qu'il fait, par son agir. Deuxième point, est-ce que la société au jour d'aujourd'hui ne doit pas se poser la question par rapport justement à cette identité, à cette stigmatisation que moi j'ai vécue pendant un certain nombre d'années, enfant d'immigrés, je porte un voile, donc automatiquement on nous donne identité de musulmane et non pas de belgo-belge. Moi je me sens belge avant tout ici parce que je suis née en Belgique et que j'ai grandi en Belgique. Donc pour moi, ces jeunes qui se sont radicalisés, pour la plupart d'entre eux, parce qu'ils ont vu leurs parents, qui sont venus dans les années 60, pour certains ou grands-parents, qui ont baissé la tête, qui ont tout accepté, qui ont dit oui à tout, et qui ont eu un parcours assez compliqué. La première génération d'immigrés, que je salue aussi, parce qu'ils ont fait Si on est là au jour d'aujourd'hui, c'est quand même aussi grâce à eux, ça d'une part. D'autre part, ces jeunes refusent justement maintenant, au jour d'aujourd'hui, de baisser la tête, et revendique cette double identité qui parfois la société ne l'accepte pas. Donc je pense qu'il y a un débat de fond à vraiment se poser et dire aussi à ces jeunes-là, soyez fiers de ce que vous avez et de cette richesse-là. Donc voilà. Je connaissais des jeunes qui étaient gays, souriants, mais une fois qu'ils se sont reconvertis à la religion, ils sont devenus comme s'ils portaient tous les problèmes du monde sur leur dos. C'est-à-dire il y a un malaise quelque part. Est-ce le malaise provient de la religion en elle-même ou bien d'une manière d'interpréter les textes religieux, d'une manière d'interagir avec le texte et d'une vision du monde qui, disons, qui les culpabilise. En tout cas, nous, on se doit aujourd'hui de créer un ancrage dans les enfants. Et de quel ancrage je parle? Je parle d'un ancrage tout d'abord humain. Voilà, tout à l'heure, Raji disait quelque chose de très intéressant. Il disait vivre dans une société, c'est agir pour la société, c'est contribuer. Mais je pense qu'avant de contribuer, il est très très important de savoir qui on est et d'où on vient. D'accord? On dit qu'un arbre, il peut être le plus beau des arbres, avec des fruits fantastiques, mais s'il n'a pas de racines, il tombe, il s'écroule au premier coup de vent, d'accord? On doit vraiment se poser des questions
sans se mentir. Il disait tout à l'heure, on a le choix, on peut se mentir, on peut parler, se mentir. Je pense qu'on a vraiment besoin d'honnêteté. On a besoin de mettre les cartes sur table. On doit se remettre la faute si oui, la faute a été là. Je pense que si mon enfant un jour il dit un mauvais mot sur un noir, eh ben je dois me poser ma question à moi. Qu'est-ce que j'ai pu dire un jour? Qu'est-ce qu'il a entendu dans les coulisses de ma maison? Peut-être que j'avais pas trop envie qu'il entende, mais peut-être qu'il l'a entendu. Qu'est-ce qu'il a sous-entendu dans le sous-entendement de mon rapport à l'autre? Je l'ai jamais dit, soit, parce que j'ai jamais voulu le dire et j'ai voulu être très polie. Mais peut-être que dans mon sous-entendement à l'autre et dans ma relation avec l'autre, il l'a quand même entendu, mon enfant. Parce que mon enfant est mon subconscient et qu'il sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et je pense que si aujourd'hui on a des enfants qui touchent à des choses qui sont très néfastes pour eux, c'est que peut-être à l'intérieur de nous, on n'a pas aussi fait un nettoyage qui est assez correct et qui va assez loin. Et on doit prendre cette opportunité justement pour vraiment faire un travail d'introspection, de nettoyage, d'être une belle personne, une personne rayonnante, une personne qui aime l'autre juste parce qu'elle est humaine, et c'est tout. Et une vraie volonté de contribuer à cette société. Afsluitend nog het weerbericht voor u. Ik bedank u voor het kijken en wens u nog een aangenaam verloop van de dag. Tot volgende week.